On commence par la nouvelle législation en matière de job étudiant qui n'est pas si nouvelle puisqu'elle a désormais 1 an. Mais en cette période de vacances et 1 an après, on trouvait utile de faire le point pour voir si finalement la législation bénéficie bien aux étudiants, bénéficie également aux employeurs. On verra ça. Alors, un mot d'abord avec vous, Michel Messmann, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui pour les étudiants de travailler comme jobistes ? Eh bien, le fait que les cotisations sociales sont passées à 475 heures, donc début janvier 2017, évidemment, ça leur donne un contingent d'heures pendant lesquelles l'employeur paye des cotisations ONSS réduites. Alors, pour bien comprendre, parce que déjà, on est là dans les chiffres, 475 heures cotisation. Donc, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, le travail des étudiants est comptabilisé non plus en jours, voilà, mais en heures. Tout à fait. Tout à fait. Donc, avant le 1er janvier 2017, le contingent était comptabilisé en jours. Donc, un étudiant qui travaillait 3 heures par jour perdait une journée dans son contingent des 50 jours. Maintenant, il travaille 3 heures, c'est comptabilisé comme 3 heures sur le contingent des 475 heures. Ouais, donc Ludovic Voet, une bonne chose pour les étudiants, ils ont la possibilité de travailler plus qu'auparavant. Je dirais que c'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose. Ça prouve surtout qu'il y a une explosion du travail étudiant. Donc on voit qu'en 10 ans, il y a... je pense qu'on a doublé le nombre de jobistes étudiants, mais surtout avec la flexibilisation, en fait, on est passé de 65% des étudiants qui ne travaillaient que l'été en 2006 à 27% qui ne travaillaient que l'été en 2016. Donc ouais, ça veut dire qu'en 10 ans... ce sont des changements qui sont liés à la modification de la législation. Aux différentes mesures qui ont été prises depuis lors. Mais pas forcément depuis début 2017. Non, c'est ça, mais donc ça a été petit à petit, donc on est passé de 23 jours à 50 jours, on est passé maintenant à 475 heures, donc a priori le phénomène s'amplifie encore avec des étudiants qui avant travaillaient surtout l'été, ce qui est logique vu qu'ils ne sont pas aux études, et maintenant on a plutôt un phénomène de travailler toute l'année. Oui. Ouais. Arnaud Legrel, donc vous représentez ici Federgon, qui est une fédération qui regroupe notamment les agences d'intérim, et on sait que les étudiants y ont beaucoup recours pour trouver des jobs étudiants. Ce sont des chiffres que vous avez constatés également ? Alors oui, on observe depuis le début des années 2000 une croissance vraiment régulière, je dirais de l'ordre de 6% par an, du nombre d'étudiants qui travaillent. Et c'est vrai également que ce que l'on observe, c'est que de plus en plus, le travail étudiant ne se passe pas exclusivement pendant les vacances d'été, mais de plus en plus tout au long de l'année. Ça n'est donc pas un effet uniquement dû à la flexibilisation du transfert de 50 jours en 475 heures. C'est, je pense, une adaptation du travail étudiant à de nouvelles réalités, à la fois du marché du travail, mais également des exigences des études et de besoins de moyens financiers des étudiants. C'est-à-dire, quand vous dites des exigences des études, vous voulez dire en termes financiers ? Alors, en termes financiers d'une part, et puis parce que dans un grand nombre d'orientations, on observe que le corps professoral demande également de se confronter au marché du travail. Alors peut-être, avant d'en venir à ces questions-là, notamment la question du travail des étudiants toute l'année, et puis du coût des études et de son impact sur le travail étudiant, une chose, encore une fois, par rapport à ce changement de législation, donc c'est 475 heures qui est un plafond, mais sous lequel l'employeur ne paye qu'une cotisation de solidarité, donc qui est beaucoup moins élevée qu'au-delà des 475 heures. Donc on est autour des 5% en dessous. Quand on dépasse les 475 heures, on est au-delà des 13% de cotisation. Vous avez vu aussi du côté des employeurs, évidemment, j'imagine, c'est tout bénef pour eux. Alors c'est important, néanmoins nous n'avons pas le sentiment ou la conviction qu'on fait face à un effet de substitution très massif où on remplacerait énormément de travailleurs du circuit, je vais dire habituel, régulier du travail, par des travailleurs étudiants. L'étudiant a un quota d'heures, il est limité, donc ça oblige à avoir dans le chef de l'employeur, si on voulait le compenser, plusieurs étudiants pour occuper un seul poste de travail. Il n'a pas forcément les mêmes qualifications et donc il n'est pas aussi évident. Et dans les chiffres, qu'est-ce qu'on voit ? Aujourd'hui, bonne nouvelle, l'économie va mieux, on a plus de travailleurs fixes et on a aussi plus d'étudiants.
Et donc on a aussi plus de travailleurs intérimaires. Ouais, donc tout monte ensemble. Si le travail étudiant augmente, c'est aussi parce que l'économie va mieux, c'est aussi un effet de la situation économique? Oui, en gros, on voit que l'augmentation est un peu supérieure à celle de la croissance économique, mais le nombre d'étudiants suit en gros ça. Un bon exemple, crise de 2008, eh bien, on voit un effondrement du travail étudiant en 2009. Et puis 2013, pareil, on a une crise un peu moins forte, mais elle était importante. Et de nouveau, on a une chute du travail étudiant. Donc c'est assez logique. C'est un outil de flexibilité dont les entreprises ont besoin. C'est une variable d'ajustement. Et c'est bien comme ça que les étudiants le vivent aussi. Ouais. Avant d'avoir la réaction du Ludovic Wood et de Michel Messmann, je vous vois hocher la tête. Les patrons aujourd'hui ont tout intérêt à utiliser le travail étudiant compte tenu justement des conditions, notamment en ce qui concerne les cotisations. Alors oui, mais c'est pas la recette miracle. Sinon, effectivement, on n'utiliserait que des étudiants. C'est une variable d'ajustement. Et pour vous donner un ordre de grandeur, si on prend en Belgique aujourd'hui 1000 travailleurs, on en a environ 740 qui sont des travailleurs fixes avec un contrat à durée indéterminée. On a par rapport à ça environ 77 intérimaires. On va trouver 90 étudiants et le solde vont être des CDD. Et donc ça montre bien qu'on a une espèce d'organisation des entreprises avec des volumes plus ou moins flexibles de main-d'œuvre selon les besoins. Alors Michel Messmann, variable d'ajustement, les étudiants ? Mais je pense que c'est plus nuancé que ça, parce qu'en fait, dans ce que nous, on constate, c'est que, bien entendu, les employeurs ont de nombreux avantages à engager des étudiants, et inévitablement, ça a des conséquences sur d'autres travailleurs. Donc, par exemple, ils font peut-être moins appel à des jeunes travailleurs, ils font moins appel à des travailleurs sous contrat à durée déterminée, ce qu'ils auraient peut-être plus fait auparavant. Ils vont moins faire appel à des agences d'intérim pour avoir quelqu'un provisoirement. Donc, ça change la donne, c'est clair. Ouais, Ludovic Wood, au niveau de la CSC, vous l'avez observé également ? Oui, ben moi ce qui me fait mal, c'est deux cas. C'est un jeune demandeur d'emploi qui me dit, aujourd'hui quand je cherche un boulot et que je postule à Colruyt, on me dit je ne suis pas étudiant et donc je ne suis pas intéressant à engager. Et de l'autre côté, le cas de l'étudiant qui nous dit, en fait, étudier a un impact sur mes études et donc je suis obligé... Oui, pardon, évidemment qu'étudier a un impact sur les études, c'est le but. Mais donc travailler a un impact sur les études et il y a des études qui prouvent justement que si on travaille plus de 15 heures semaine, on double le risque d'échec des étudiants. Et donc ici, il y a un problème, c'est l'étudiant qui travaille à la place du jeune demandeur d'emploi. Mais par contre, il est vrai que l'étudiant est face à des besoins financiers de plus en plus grands. Mais là, pour nous, en tant que CSC, c'est pas la flexibilisation du travail étudiant qui est la réponse, c'est plus d'apporter une aide aux étudiants. Ouais, on y viendra, mais une réaction là-dessus, Arnaud Legrel, un étudiant qui prend la place d'un jeune qui voudrait bien travailler chez Colruyt, comment vous réagissez? Alors, je crois que c'est la différence entre l'exemple et ce que montrent les chiffres. Je ne dis pas que ça ne se produit pas, je dis que statistiquement, on voit une augmentation de l'emploi dans toutes les catégories de la population actuellement, et on voit une augmentation des étudiants. Par contre, il n'y a pas non plus substitution. Pour quelles raisons? Beaucoup d'étudiants remplissent également des jobs qu'aujourd'hui les travailleurs fixes ne souhaitent pas ou ne veulent pas remplir. Comme? Où est-ce qu'on voit beaucoup d'étudiants? C'est typiquement dans les jobs de l'ORECA et de la logistique. Donc l'ORECA, ça c'est de tout temps, ça a toujours été. C'est de tout temps, c'est un grand classique. Ce qu'on voit aujourd'hui, avec le développement de l'e-commerce par exemple, c'est beaucoup d'étudiants. Pourquoi? Ce sont des travaux où on demande une très grande flexibilité, parce que les achats d'une heure ne sont pas les achats de l'heure d'après. Donc il y a une grande variabilité, c'est très difficile à faire assumer par des travailleurs fixes avec charge de maison, de famille, etc. C'est plus facile avec des étudiants. Ludovic Wood, là-dessus? Oui, ben, en fait, on joue, l'exemple le montre là, c'est qu'on joue sur la flexibilité de l'étudiant et le fait que l'étudiant est prêt à s'investir et par le fait aussi qu'il est démuni, c'est qu'il a besoin de trouver du boulot et donc de l'argent, et il est démuni par rapport à des secteurs où on est dans des faibles salaires, on est dans une haute flexibilité. C'est important aussi de dire que l'étudiant, aujourd'hui,
est payé moins qu'un jeune travailleur. Donc il n'y a même pas que la question des cotisations sociales et des 475 heures. C'est que aussi le travailleur étudiant en dessous de 21 ans, on lui donne un salaire minimum inférieur aux autres. Donc ça veut dire qu'à 18 ans, on peut commencer à 1 200 € par mois. Donc c'est ça la concurrence. Et la concurrence, elle se fait avec les travailleurs à temps partiel. Par exemple, dans le commerce, dans la grande distribution, les travailleuses à temps partiel qui aimeraient avoir un temps plein, elle se fait aussi avec les jeunes demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas de boulot. Oui, alors peut-être on parlera de ça, mais les étudiants eux-mêmes, on en a rencontré plusieurs fois au cours de nos reportages, eux, ils sont très contents de cette situation, Michel Messmer, parce que pour eux, c'est plus facile de travailler. Ils peuvent travailler plus longtemps et donc gagner plus d'argent. Ils peuvent travailler plus, effectivement, mais malgré tout, ça reste difficile pour eux parce que ils travaillent, ils choisissent quelque part de faire un job étudiant, mais en même temps, c'est lié à des contraintes, à une précarité de plus en plus grande. Et donc, nous, en tout cas, à Infort-Jeunes, on constate que dès le secondaire, il y a déjà des jeunes qui cherchent un job étudiant parce que la famille a des difficultés financières. Et ça, c'est un changement par rapport à des époques plus anciennes? Oui, c'est un grand changement. Bon, avant, il y a quelques années, on cherchait un job étudiant pendant les vacances d'été pour se payer des vacances. Aujourd'hui, c'est plus ça? Au niveau de la durée, on cherche un job étudiant pendant l'année, pendant les vacances. Et c'est vraiment lié à la précarité. Les jeunes qui doivent se payer des études, ça coûte très cher, même dans le secondaire, quoi qu'on en dise. Et donc, on le voit, ils cherchent des jobs étudiants. Et donc, même dans le secondaire, vous voyez des jeunes, Ludovic Voet, on voit des jeunes, même dans le secondaire avant les études supérieures, qui ont besoin de travailler pour soit subvenir aux besoins de la famille, soit se payer des études. Ouais, je pense qu'une partie des jeunes ont évidemment envie aussi d'avoir une paye à la fin du mois et que c'est valorisant pour financer des projets, dans un accès à l'autonomie, dans une volonté d'accéder à l'autonomie. Et ça, c'est tout à fait normal. Et on voit que la grande majorité des étudiants, 60% des étudiants travaillent moins de 25 jours. Travaillaient moins de 25 jours quand on comptait encore en jours. Donc, ça veut dire que pour toute une partie des étudiants, le travail étudiant n'est pas problématique. Mais j'aimerais quand même dire qu'on n'a jamais interdit à un employeur d'engager un étudiant en travail salarié. La question, c'est qu'évidemment, c'est moins intéressant pour l'employeur. Mais par contre, pour l'étudiant, ce qu'on ne dit pas, c'est que le fait qu'il ne paye pas de cotisation sociale fait aussi que le jour où il est malade, il n'est pas payé. Fait aussi qu'il ne cotise à rien du tout. Et quand il va sortir des études, il va se retrouver dans un monde du travail où il n'aura pas cotisé. Et donc, ces étudiants-là, il y en a de plus en plus jeunes qui travaillent. Donc, les statistiques, c'est 63% ont moins de 21 ans. Donc, on voit que ça s'est vraiment rajeuni. Et évidemment, le facteur du salaire inférieur pour ces jeunes-là est quelque chose qui intéresse les employeurs. Et ça, pour nous, c'est pas la bonne réponse. On préférerait qu'on augmente les aides aux étudiants et que les jeunes travailleurs demandeurs d'emploi, les jeunes demandeurs d'emploi trouvent un boulot. Ouais, la précarisation augmente dans le milieu étudiant aussi. Hein. Oui, on a une augmentation, je pense, en 10 ans, je ne sais plus si on a décuplé, je pense, le nombre de demandes au CPAS de la part des étudiants. Donc, et donc ça le prouve. Ouais, et là, vous voyez aussi dans vos bureaux respectifs des étudiants qui sont dans des situations sociales très difficiles et qui ont besoin d'être aidés. D'être aidés, oui, donc de plus en plus. Quoi, hein, tout à fait. À Infort-Jeunes, on a un service job où les étudiants peuvent s'inscrire, on est en contact avec des employeurs. Mais on voit, effectivement, ils ne viennent plus, certains, bien sûr, pour s'acheter un smartphone ou une tablette, mais beaucoup ont réellement besoin d'un travail pour pouvoir payer leurs études. Ouais. Parce que les étudiants, les parents ne sont pas derrière, n'ont pas assez d'argent. Et voilà, eux-mêmes doivent trouver des ressources. Oui, c'est vraiment le même son de cloche chez nous. C'est que de plus en plus d'étudiants ont besoin de travailler pour des raisons vraiment alimentaires. On n'est plus dans le luxe, dans le plaisir, on est vraiment dans la nécessité. Et donc c'est une bonne nouvelle qu'ils puissent travailler comme étudiants, bien entendu. Oui, parce que c'est ça aussi la réponse. Et donc évidemment rien n'est, c'est l'ambiguïté, c'est l'ambiguïté. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a en gros deux sortes de publics. On a effectivement un public qui est précaire, mais sans beaucoup de qualifications et qui suit avec peine un enseignement. On voit ça par exemple très typiquement dans des très jeunes qui sont encore dans l'enseignement secondaire.
Et puis, on a une frange de jeunes également qui sont plutôt dans l'enseignement supérieur et où là, la motivation, elle est double. C'est à la fois chercher des ressources financières pour assurer le quotidien et c'est développer une expérience de travail. Et là, je pense que la flexibilité, qui a effectivement des mauvais aspects, est un élément excessivement important pour leur CV. Rapidement, une réponse là-dessus, très rapidement, parce que je voudrais encore qu'on termine encore sur un autre aspect. Michel Messmann. Sur notre site je m'informe.be, on a une page qui parle des échecs dans l'enseignement supérieur. Et c'est hallucinant, parce que les jeunes peuvent poser des questions directes. C'est hallucinant le nombre de jeunes qui sont en échec. Et bon, je ne dis pas que c'est uniquement à cause des jobs étudiants ou des situations de précarité, mais ça entre en ligne de compte, bien entendu. Alors, dernière chose, oui, vous voulez réagir là-dessus? Oui, juste un exemple, c'est que sur la flexibilité, elle est surtout à l'avantage de l'employeur. On a des exemples, et il ne faut pas généraliser là-dessus, évidemment, mais d'étudiants qui expliquent que quand ils veulent changer un horaire parce qu'ils ont des examens, eh ben, on leur empêche de le faire. Et donc, cette flexibilité, si on dit que c'est à l'avantage de tout le monde, il faut assurer des droits pour tout le monde. Dernière chose peut-être sur cet aspect de cotisation justement, parce qu'est-ce que ça n'a pas, Arnaud Le Grel, des effets plus macro alors, puisqu'effectivement il y a toute cette cohorte d'employés ou de jobistes étudiants qui peuvent avoir, enfin dont la manière d'être rétribué peut avoir un impact alors sur la sécurité sociale notamment. Alors en fait, c'est vrai qu'ils ont toujours été considérés comme une entité à part, et donc on a estimé qu'il convenait de limiter les charges de sécurité sociale aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur étudiant. Néanmoins, il faut savoir que les étudiants cotisent très très peu, mais ils cotisent pour le fonds amiante. Quelque chose que très peu de gens savent, mais donc ils participent malgré tout dans leur cotisation à des éléments qui ne sont pas négligeables de la sécurité sociale. Mais c'est très limité. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de nouveau considérés comme des travailleurs à part entière, et donc on estime que ce n'est pas encore fondateur de leurs droits sociaux, que ce soit en effet complètement pour la maladie, que ce soit pour la pension a fortiori. Ludovic Voet? J'aimerais donner 2 chiffres. C'est le manque à gagner pour la sécurité sociale de la baisse de cotisation sociale, c'est 260 millions. Quand on regarde les mesures qui ont été prises sur la limitation des allocations à la sortie des études, donc les jeunes qui sortent des études, qui ne trouvent pas de boulot, c'est moins 260 millions. Ça veut dire qu'en fait, on a un manque à gagner dans la sécurité sociale en favorisant le travail étudiant, et que de l'autre côté, quand on sort des études, parce qu'on a travaillé, parce qu'on a étudié trop longtemps, eh ben on n'a plus d'allocation. Je trouve que c'est une conséquence concrète du manque de cotisation. Et donc pour nous, la liberté de travailler pour l'étudiant elle est importante, mais pourquoi est-ce qu'elle doit être moins chère qu'un autre travailleur? Tout le monde a le droit de travailler, mais sur le même pied d'égalité. Ouais, pour conclure, Michel Messmann. Au niveau du manque de cotisation, effectivement, là on parle beaucoup des 475 heures, mais il ne faut pas oublier que le secteur Horeca aussi bénéficie de 50 jours où ils peuvent engager des étudiants aussi avec une forme de réduction de cotisation de solidarité. Et donc là, ça ajoute encore au manque au niveau des cotisations globales de la sécurité sociale. Très bien, merci à tous les trois pour vos explications et vos commentaires. Et tout de suite,